Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. On se retrouve pour un nouvel épisode au sujet de la sarcelle d'hiver. Et si vous ignorez ce qu'est une sarcelle d'hiver, il s'agit d'un petit canard sauvage que l'on peut observer en France, principalement à l'automne ainsi qu'en hiver. Je vous incite d'ailleurs à aller voir une photo de cet oiseau que je trouve juste splendide. Pour cet épisode, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger de nouveau avec Mathieu Guillemin, ornithologue et responsable à l'Office français de la biodiversité d'un service sur les espèces exploitées. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande d'écouter le précédent épisode de la Lule dans lequel nous avons parlé avec Mathieu des canards sauvages que l'on peut observer en France. Pour cet épisode sur la sarcelle d'hiver, nous avons abordé plein de questions en lien avec cette espèce et son écologie. Les milieux dans lesquels on peut observer des sarcelles d'hiver, les migrations assez spectaculaires qu'elles sont en mesure de faire, leur état de conservation ainsi que les menaces auxquelles elles doivent faire face. Bref, j'ai appris beaucoup de choses en réalisant cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. J'en profite pour vous remercier, vous êtes dorénavant plus de 700 à suivre la Lule, un projet indépendant que j'ai lancé il y a maintenant 1 an. Pour continuer à soutenir la Lule, je vous incite à en parler autour de vous, à partager ces épisodes et à noter le podcast sur les plateformes de streaming. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc on se retrouve pour un deuxième épisode, cette fois-ci au sujet de la sarcelle d'hiver. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est comme type de canard en termes de classification, sa description physiologique ? Alors, donc la sarcelle d'hiver, c'est un canard de surface. Donc ça fait partie de ces espèces qui ne plongent pas, de canards qui ne plongent pas pour s'alimenter, qui mangent depuis la surface. C'est le plus petit des canards de surface d'Europe. Ça fait à peu près 350 grammes, on va dire, en moyenne, alors qu'un colvert, ça fait plus d'1 kilo. C'est une espèce qui a une large répartition en Europe et en Asie, et on a une espèce jumelle qui s'appelle la sarcelle de Caroline ou la sarcelle à ailes vertes en Amérique du Nord, qui est quasiment la même. En fait, il y a eu pendant assez longtemps des débats sur génétiquement, est-ce que c'est la même ou pas. A priori, on est à peu près d'accord maintenant pour dire que c'est deux espèces différentes, mais vraiment très proches l'une de l'autre. Pour commencer, on va parler des milieux de prédilection, de reproduction et la migration de cet oiseau. La sarcelle s'appelle sarcelle d'hiver. Est-ce que c'est uniquement parce que tu peux l'observer en hiver ? Et sinon, quand et où est-ce que tu peux l'observer en France ? Alors, elle s'appelle sarcelle d'hiver parce qu'effectivement, elle est surtout présente en France en hiver, par opposition à la sarcelle d'été, où c'est l'inverse. Donc la sarcelle d'hiver, elle est présente surtout en France à partir de fin août, on va dire, pour les premiers, et puis le gros des effectifs arrive en octobre-novembre, et elles restent dans notre pays jusque février-mars. En fait, les premières entament leur migration prénuptiale à la toute fin du mois de janvier, début du mois de février, et puis ensuite ça sèche graduellement jusqu'au mois de février-mars, mais la migration commence à ce moment-là, c'est pour ça que la chasse s'arrête à ce moment-là. L'essentiel des individus qu'on a en hiver vont aller se reproduire plus au nord. On a quand même une petite population nicheuse en France. Quand elles vont au nord, est-ce que tu pourrais me décrire un peu les zones ? Il me semble que c'est en Russie, en Scandinavie. Alors en fait, elles nichent. La France, c'est vraiment la limite sud de son aire de répartition en reproduction. Donc il y en a après dans tous les pays plus au nord. Il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Allemagne, il y en a au Danemark, etc. Mais ensuite, elles vont nicher jusque au nord vraiment tout au nord de l'Europe, en Scandinavie. Il y en a beaucoup en Finlande, il y en a pas mal en Suède, il y en a beaucoup en Russie, y compris assez loin en Russie, en Sibérie, pour les populations qui viennent chez nous. Après, il y a d'autres populations qui vont se reproduire de l'autre côté de la Russie et aller éventuellement hiverner de l'autre côté jusqu'en Corée, dans ces coins-là. Quand la sarcelle vient sur le territoire métropolitain, quels sont les milieux dans lesquels on peut l'observer ? Alors, comme tous les canards de surface, c'est une espèce qui est assez adaptable. Donc, elle fréquente à peu près tous les milieux de zones humides, y compris même des fois en mer. Alors, les canards de surface, ils n'ont pas de glande à sel, donc ils ne peuvent pas naître que sur l'eau salée. Ils sont obligés de venir
utiliser de l'eau douce régulièrement. Donc, en général, quand il y en a en mer, c'est à proximité d'une zone littorale où ils vont pouvoir, d'eau douce où ils vont pouvoir aller. Mais donc, il y en a sur toutes les grandes lagunes, les grands marais littoraux français, et dans tous les grands quartiers d'hiver qu'on connaît, des grandes zones humides du type Dombes, Brenne, Sologne, lac du Der, etc. Mais il y en a après dispersés un petit peu partout. C'est une des espèces pour lesquelles on a des très grosses zones d'hivernage avec des grosses densités d'individus, très marquées. Et puis à côté de ça, on a des oiseaux à faible densité en tout petits groupes un peu partout. Et alors après, en termes de régime alimentaire, qu'est-ce que ça mange une sarcelle ? Alors en hiver, c'est essentiellement granivore. Donc ça mange des petites graines de plantes sauvages de type cyrpe, jonc, et puis des plantes qui se développent complètement sous l'eau, comme ce qu'on appelle les caracées. Donc elles aiment beaucoup ce genre de graines. Elles mangent un petit peu d'invertébrés quand même, mais l'essentiel du régime est granivore en hiver. Et par contre, petit à petit, quand on s'approche de la période de reproduction, à partir du printemps, on voit que ça s'inverse, et pendant la période de reproduction, elles mangent quasiment que des invertébrés. Et donc là, c'est beaucoup des larves de chironomes, des larves d'insectes au sens large, et puis des mollusques, quelques tout petits crustacés, ce genre d'espèces-là. Et les canetons, au début, ne mangent que des invertébrés. C'est caneton de transition parfaite. Quelles sont justement les particularités du cycle de reproduction de la sarcelle, tant en nombre de petits, les milieux qui sont utilisés pour nicher, les comportements ? Alors, les couples se forment en hiver, plutôt vers le milieu de l'hiver, on va dire vers décembre, janvier. Alors, on voit des couples qui se forment. Est-ce que c'est finalement ces deux individus-là qui vont rester ensemble jusqu'à se reproduire ? On n'en a pas assez marqué pour en être sûr, mais en tout cas, on voit des couples qui se forment à ce moment-là. Et a priori, les individus vont migrer ensemble, mâles et femelles, au printemps. Ils vont ensuite s'installer dans des zones de reproduction qui, pour la sarcelle, sont souvent des zones qui sont très dispersées. On n'a pas de colonies du tout. Et elles aiment vraiment, dans les milieux de reproduction principaux, elles aiment vraiment nicher sous la végétation très dense. Donc les arbres morts, les forêts inondées où il y a plein de végétation très touffue et à très très faible densité. Donc c'est pour ça que c'est très peu étudié en fait pendant la phase de nidification, parce que c'est presque impossible de trouver les nids de sarcelles d'hiver pour les étudier. Ce que disent les Finlandais, c'est que la relation écologique la plus forte au monde, alors ils exagèrent sûrement un peu, c'est celle entre le castor et la sarcelle d'hiver. Et donc les sarcelles adorent les petites marques qui se créent par les barrages de castor dans la forêt en Finlande. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce qu'elles aiment. Ça crée une petite mare pas trop profonde dans laquelle il y a beaucoup d'insectes, et puis plein de végétation autour pour se reproduire. Donc ensuite, c'est des espèces qui sont très productives, qui vivent pas très longtemps. Les individus vivent pas très longtemps, mais produisent beaucoup de jeunes. Est-ce que tu as une moyenne de l'espérance de vie ? En moyenne, c'est de l'ordre de 3-4 ans, l'espérance de vie, sachant qu'en captivité, dans des super bonnes conditions, sans prédateurs, etc., ça peut vivre entre 15 et 20 ans maximum. Mais en général, c'est des espèces qui sont soumises à pas mal de pression, qui vivent pas très longtemps, mais qui par contre se reproduisent dès la première année, comme tous les canards de surface, et produisent une dizaine d'œufs, on va dire, grosso modo, chaque année, plusieurs années de suite, donc pendant 2, 3, 4 ans. Donc chaque individu, potentiellement, produit beaucoup de jeunes. Après, il y en a beaucoup qui ne survivent pas dans ces jeunes, mais voilà. Et après, sur ce nombre d'œufs, tous ne vont pas éclore, tous ne vont pas s'envoler, etc. Est-ce qu'il y a une moyenne un peu du nombre de jeunes à l'envol ? Je sais pas si... C'est très variable selon les habitats. Mais c'est pas les 10, clairement. C'est plutôt, en moyenne, je pense, de l'ordre de 2 à 4, selon les habitats, en moyenne. Mais il y a beaucoup d'échecs aussi, parce qu'il y a beaucoup de prédation. Alors on l'a abordé tout à l'heure, la migration de la sarcelle d'hiver. Comment est-ce qu'il se caractérise ces mouvements, en fait, tant en termes de distance ? Est-ce que c'est le long des côtes ? Est-ce que c'est la nuit ? Enfin, qu'est-ce qui caractérise sa migration ? Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est une toute petite espèce par rapport à d'autres, et donc du coup, elle est très sensible au froid. En fait, les espèces qui sont plus petites, elles ont un rapport entre la surface de leur corps et leur masse qui est défavorable,
et qui fait qu'elles ont du mal à résister au froid. C'est pour ça que les espèces polaires, souvent, elles sont plus grandes que les espèces qui sont près des tropiques. Et donc, du coup, la sarcelle, qui, elle, même en étant toute petite, elle va quand même très au nord, elle peut absolument pas rester pendant l'hiver dans ces zones de reproduction, parce que de toute façon, il y fait trop froid, elle aurait des besoins trop importants, et en plus, comme elle mange dans des zones très peu profondes, c'est les premières à geler, donc il n'y a rien à manger. Et donc du coup, c'est une espèce qui est très sensible à la météo à court terme et au climat à long terme. Et du coup, elles ne peuvent pas prendre le risque de se faire surprendre par le gel et par le froid. Donc en général, c'est des espèces qui migrent assez en amont ou en avance par rapport à l'arrivée du froid. Contrairement au canard colvert, qui en fait, lui, va essayer de rester le plus longtemps possible au même endroit. Et puis, c'est seulement quand il va commencer à faire vraiment froid qu'il va décider de migrer un petit peu, et puis un petit peu, et puis un petit peu. Là, les sarcelles, au contraire, elles font en général plusieurs centaines de kilomètres d'un coup, et bien en avance du froid, pour être sûr d'être dans des zones qui leur seront suffisamment favorables climatiquement. Donc ça, c'est vraiment la particularité. C'est des oiseaux qui migrent plutôt la nuit, a priori, de ce qu'on en sait, qui migrent potentiellement très vite. On a des cas d'oiseaux qui étaient équipés d'émetteurs VHF, qui avaient été contrôlés le soir au Danemark, et qui ont été tués à la chasse le lendemain matin sur la côte atlantique française. Donc avaient fait 1000 et quelques kilomètres dans la nuit. Selon les conditions de vent, je crois que la vitesse moyenne en migration, c'est de l'ordre de 60 km/h, 60 ou 70, mais avec du vent favorable, elles peuvent aller à 90, voire plus, ponctuellement. Donc c'est des oiseaux qui ont vraiment des très grosses capacités de déplacement. Après, quand elles vont arriver en hivernage, il y a plusieurs stratégies qui coexistent a priori. On a fait beaucoup de marquages et donc ça nous a permis d'étudier ça. On a des oiseaux qui sont très fidèles à leur zone d'hivernage. Donc on en parlait pour les canards de surface en général. Elles sont sur une remise, donc un plan d'eau sur lequel elles vont rester tout l'hiver. Et là, quand on dit tout l'hiver est très fidèle, on a des oiseaux qu'on a observés de manière régulière, tous les jours, plusieurs années de suite, posés sur la même branche toute la journée. Donc vraiment très 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 fidèles. Et en même temps, mélangé à ça, on a des individus qui vont être pendant une semaine en Camargue, et puis la semaine d'après, elles seront à côté de Barcelone, et puis le mois d'après, elles seront dans la lagune de Venise, et puis ensuite elles vont revenir en Camargue. Et donc ils naviguent comme ça, et donc on a une coexistence de stratégies d'utilisation de l'espace qui sont complètement différentes. Et on sait par ailleurs qu'il y a des individus qui survivent très bien et d'autres qui survivent moins bien. On en avait parlé pour la manière de tamponner le prélèvement. Et en fait, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire le lien entre ces différences d'utilisation de l'habitat et ces différences de taux de survie pour savoir si les individus à bonne survie, c'est ceux qui sont très fidèles. En fait, ils connaissent bien la musique, ils restent au même endroit, ils ont trouvé la bonne place, ils n'ont pas besoin de bouger. Ou alors, au contraire, ceux qui ne bougent pas, c'est ceux qui ne sont pas capables de le faire, et les bons seraient ceux qui bougeraient tout le temps, et en fait, aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, en plus du bagage, on leur pose des balises pour étudier leur déplacement et faire le lien entre cette hétérogénéité de taux de survie et cette hétérogénéité d'utilisation de l'habitat. Et parce qu'après, en fait, quelles sont les potentielles mesures de conservation qui peuvent être mises en œuvre? Imaginons, on découvre que c'est ceux qui sont très sédentaires qui se portent mieux. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? En fait, c'est là toute la question. On sait que ce qui permet à ces populations de se maintenir, c'est le fait qu'il y a des bons et des mauvais dans la population, et qu'a priori, c'est plutôt les mauvais qui sont les plus exposés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas distinguer quels sont les individus de bonne qualité et ceux de mauvaise qualité. Quand on les attrape, quand on les pèse, quand on les mesure, on n'arrive pas à faire la différence. Donc on émet l'hypothèse que c'est lié à la différence d'habitat. Et dans ce cas-là, si on se rend compte par exemple que les individus qui sont les plus importants pour le fonctionnement de la population, pour la démographie de la population, c'est ceux qui sont très fidèles à un type d'habitat particulier, on pourra promouvoir la conservation, la protection de ce type d'habitat-là. Si au contraire on se rend compte que c'est ceux qui naviguent tout le temps dans le système qui sont ceux qui font la dynamique de la population, là on va plutôt, au lieu de mettre tous nos efforts à quelques endroits, on va essayer d'avoir par exemple des chapelets de haltes migratoires disponibles et favorables tout au long de ces zones-là, de manière à leur permettre de naviguer comme elles ont envie de le faire. Une autre question que je voulais aborder avec toi, c'est en matière de conservation. Combien y a-t-il de sarcelles d'hiver en France et comment se porte cette population ? Alors, à l'échelle européenne, ça fait partie de ces espèces pour lesquelles la Commission, en se basant sur le rapportage des États membres
ce qu'on appelle le rapportage directive oiseaux. Donc à intervalles réguliers, tous les 6 ans, les pays doivent expliquer quel est le statut de conservation des populations hivernantes, nicheuses et migratrices dans leur pays. Donc sur la base de ces chiffres, la Commission a listé toutes les espèces d'oiseaux chassables en mauvais état de conservation, ce qui veut dire dont la population est en déclin pendant la reproduction dans au moins un des États membres de l'Union européenne. Pour la sarcelle d'hiver, elle est dans la liste, parce que la Finlande, qui est une des grosses zones de reproduction de cette espèce en Europe, donc dans l'Union européenne, c'est pas l'Europe géographique, dans l'Union européenne, la Finlande a montré un déclin qui est significatif de la population nicheuse. Donc, de fait, cette espèce fait partie des espèces qui sont considérées par la Commission européenne comme ayant une population nicheuse en déclin. En France, on n'a pas de suivi à long terme régulier de la population nicheuse. Pendant longtemps, c'était un peu à dire d'experts. Et donc la population elle est toute petite, hein, c'est quelques centaines de couples. Elle était considérée comme en déclin, mais on n'avait pas de réels chiffres en vrai. Et donc du coup, on a lancé une nouvelle enquête OFB-LPO pour estimer les tailles des populations nicheuses d'oiseaux d'eau, y compris la sarcelle. Donc là maintenant, on a un nouveau chiffre qui est vraiment issu d'une enquête de terrain, donc et sur un protocole statistique solide. Donc on voit combien il y a d'oiseaux nicheurs en France. Il faudra répéter ça pour savoir quelle est la tendance à long terme. Par contre, pour la tendance hivernante, là, on connaît très bien, parce qu'on a des comptages depuis très longtemps, depuis le milieu des années 60 en gros, et dans les années 60, il y avait à peu près 50 000 sarcelles d'hiver qui hivernaient en France. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 150 à 200 000. Donc sur le long terme, ça a beaucoup augmenté, même si la vitesse d'augmentation, elle a tendance à être plus faible, et on est plutôt vers une augmentation lente ou une stabilité, mais à des niveaux élevés, depuis une petite dizaine d'années. Comment est-ce qu'on explique cette expansion ? Alors, on pense que c'est beaucoup la création d'aires protégées favorables et la gestion améliorée des zones humides qui a vraiment favorisé ça pour elles. C'est-à-dire qu'en plus des réserves, où là, a priori, il y a un plan de gestion, les choses sont faites de manière vraiment quasi idéale, on a quand même une meilleure, un plus grand respect de ces habitats de manière générale. On a moins de pollution des eaux, on a moins de prélèvements de plantes ou d'incursions ou de dérangements qu'on en avait précédemment. Et donc du coup, ça leur a priori beaucoup profité. Alors après, donc, quand on est une sarcelle d'hiver, quelles sont nos principales menaces ? En fait, est-ce que c'est la prédation naturelle ? Est-ce que c'est, on en a parlé dans le précédent épisode, c'est le saturnisme ? Enfin, qu'est-ce qui va menacer une sarcelle ? La prédation, c'est un vrai souci pour les anatidés, et notamment pour les canards de surface, pendant la reproduction essentiellement. Et donc ça touche beaucoup les femelles. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, quand on regarde une population en hivernage, on a beaucoup plus de mâles que de femelles. À la naissance, il y en a autant. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, il y a de moins en moins de femelles parce que c'est elles qui sont les seules à incuber. Et donc c'est les seules qui subissent cette prédation sur les nids ou quand elles sont avec les canetons. Et donc du coup, plus ça va, plus la proportion de femelles dans une cohorte donnée va diminuer par rapport à la proportion de mâles. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Après, le saturnisme, on en a parlé, donc c'est une vraie menace pour les anatidés en général, et pour la sarcelle entre autres, parce que ça fait partie de ces espèces granivores qui sont obligées d'ingérer des billes de plomb pour broyer les graines dans leur gésier. Après, les grosses menaces pour ces espèces-là, c'est les pertes d'habitat. C'est le drainage, soit le drainage complet des zones humides pour en faire autre chose, donc là il y a une perte totale d'habitat, soit la perte de qualité de l'habitat, parce que la qualité de l'eau est plus la bonne, ou le type de végétation autour est pas favorable. Mais la prédation reste un gros souci, et notamment par les espèces exotiques, les mammifères exotiques. Vison d'Amérique, ratons laveurs et chiens viverins, beaucoup. Ça, c'est des vrais soucis. Ouais. Et alors après, quels sont, en termes de dynamique des populations, l'impact de la chasse sur la sarcelle d'hiver ? Alors, donc dans cette analyse qu'on a conduite avec la Commission européenne, les conclusions sont que les prélèvements à l'échelle globale de la voie de migration ne seraient pas durables. C'est-à-dire que le prélèvement, il excède ce que la population est en capacité de produire, en gros, d'un point de vue démographique, pour faire simple. Donc là, ça pose des questions. En même temps, on est dans une population qui a beaucoup augmenté. Donc ça remet un peu en question l'évaluation du prélèvement et de la durabilité des prélèvements en fonction de la taille de population. Donc on a un peu une forme de contradiction là,
Donc ça invite à vraiment creuser les choses, donc à améliorer déjà nos estimations de taille de population et de niveau de prélèvement. Donc on le disait, en France c'est des chiffres qui datent un peu. Dans d'autres pays de la voie de migration qu'on a pris en compte, on sait que c'est vraiment des estimations, pour le coup à dire d'experts, et très imprécis. Donc il faut qu'on progresse collectivement sur l'estimation du niveau global de prélèvement à l'échelle de chaque pays et à l'échelle de la voie de migration. Et puis ensuite, il faut qu'on améliore aussi notre compréhension de l'impact démographique du prélèvement. Là, dans ce genre d'analyse, on considère que tous les individus se valent, alors qu'en fait, on sait que dans une population, il y a en général une hétérogénéité démographique, c'est-à-dire des individus qui ont des capacités de reproduction ou de survie qui sont plus grandes que d'autres individus. Ça nous ramène à cette question de la mortalité compensatoire ou additive. Si on prélève des individus qui de toute façon se seraient pas reproduits ou très mal, ça a moins d'impact que si on prélève au contraire les meilleurs géniteurs de la population. Et donc du coup, toutes ces choses-là, c'est des questions qui jusque-là ont été analysées de manière un petit peu simpliste, dans le sens où on considère que tous les individus sont les mêmes. Aujourd'hui, on se dit que les individus qu'on prélève, ils sont pas forcément tous les mêmes. Et donc, du coup, il va falloir creuser ces questions pour vraiment être en capacité d'évaluer qu'est-ce que ça fait de prélever X individus dans une population de sarcelles ou d'une autre espèce. Que tu étudies les sarcelles d'hiver depuis une vingtaine d'années, tu m'as dit? Trentaine? Ouais, 25. 25, allez. Et, qu'est-ce qui reste à découvrir aujourd'hui sur les sarcelles? Donc on a parlé aussi de l'habitat et qu'est-ce qui fait justement une bonne sarcelle, enfin une sarcelle qui survit. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui restent à découvrir à leur sujet? Ben nous, là, le principal sujet, là, la principale question, c'est vraiment cette histoire de est-ce qu'on arrive à faire le lien entre la manière d'utiliser de l'espace en hiver et les taux de survie des individus. Ça, c'est vraiment le cœur de la question qui nous intéresse aujourd'hui. Après, pour ce qui concerne le reste de l'hivernage de cette espèce et puis sa biologie de manière générale, on comprend assez bien comment ça se passe. Il y a quelques inconnus qui restent. Par exemple, on sait qu'elles reforment un nouveau couple chaque année, mais on ne sait pas si c'est avec le même partenaire, par exemple. Donc ça fait partie des choses. Il faudrait en marquer plein. Et comme il y a en même temps une forte mortalité, ben c'est difficile parce que même si on marque beaucoup d'individus, petit à petit, ils disparaissent de la population. Donc c'est compliqué d'avoir beaucoup d'individus marqués tout le temps dans la population. Donc ça, on ne sait pas. La chose qui est la moins bien connue, c'est vraiment la reproduction au stade nid. Incubation, etc. Parce que c'est une espèce qui niche à densité tellement faible et sur des espaces tellement vastes et très loin des activités humaines, pour celles qui nichent en Russie en particulier, qu'on ne sait quasiment rien. Bah, merci beaucoup Mathieu. Pas de quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister l'Allule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.